Il y a une pièce, dans une maison de Détroit, où aucun enfant n'a jamais voulu jouer, aucun chien n'a jamais voulu dormir, et un homme, robuste, vétéran de l'armée, en est sorti une nuit en hurlant, en s'arrachant des poignées de cheveux. Personne n'a jamais su lui faire dire ce qu'il avait vu, sauf qu'il a dit une chose, une seule, qu'elle avait essayé de parler. Détroit, automne 1962. La ville tourne encore au rythme des usines. Les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les hommes se relaient en 3-8, et dans les rues, l'odeur d'essence se mêle à celle des feuilles mortes. C'est dans ce décor que Bill et Lillian Adams, jeunes couples venus du sud, posent leurs valises avec leurs 5 enfants et leurs petits chiens. Une maison grise, modeste, sur Martin Street. Rien d'extraordinaire. Juste assez grande. Juste assez proche de l'usine Cadillac où Bill prend son service à minuit chaque nuit. Il y a une pièce, au fond, derrière la cuisine. Petite, sombre, un peu à l'écart du reste de la maison. Comme si elle n'avait pas vraiment été pensée pour qu'on y vive. Lillian n'aime pas cette pièce, sans trop savoir pourquoi. Alors ce sera la chambre de Bill, pour ses siestes du matin, quand il rentre de l'usine et qu'il ne veut réveiller personne. Au début, tout va bien. La vie s'installe, les enfants courent dans les couloirs, le chien aboie après les écureuils dans le jardin. Une vie ordinaire, le genre de vie qu'on ne remarque même plus. Puis Bill commence à faire des rêves. Pas des rêves comme les autres. Des rêves qui s'accrochent à lui des heures après le travail, qui laissent un goût de métal dans la bouche. Une nuit, il rêve qu'il ouvre une porte, et qu'un corps mutilé en tombe, s'écrase au sol à côté de lui. Il se réveille en hurlant, un cri si aigu que Lillian se précipite, le cœur battant. Mais Bill continue de crier, encore et encore, jusqu'à ce que sa voix se brise. Il ne raconte presque jamais ce qu'il voit. Il dit juste, les yeux dans le vide, ce n'est pas un rêve normal. Les nuits passent, les cauchemars s'aggravent. Bill maigrit, ne dort plus, évite de fermer les yeux dans cette pièce. Un soir, sans réfléchir, il va se coucher près de sa femme, dans la chambre principale. Il s'endort en quelques secondes. Pas de rêve, rien. Juste le sommeil, enfin. Il recommence le lendemain, et le surlendemain. Bill comprend alors une chose simple et terrifiante. Le problème, ce n'était pas lui, c'était la pièce. En août, la grand-mère de Bill vient leur rendre visite depuis la Géorgie. On l'installe pour la nuit dans la fameuse pièce du fond, celle où Bill fait habituellement ses siestes. Sans rien lui dire, bien sûr. Pourquoi l'inquiéter ? Le lendemain matin, Bill la trouve assise à la table de la cuisine, pâle, les mains tremblantes. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, dit-elle, quelque chose a cogné contre la porte, comme si on essayait d'entrer. Elle s'est levée, a ouvert, personne. Elle s'est recouchée. Le bruit a repris. Elle reprend le premier train pour la Géorgie le jour même. Elle ne reviendra jamais dans cette maison. C'est à partir de là que Bill et Lillian commencent à recoller les morceaux. Ils n'avaient rien dit à la grand-mère, et pourtant. Ils regardent alors leurs propres enfants jouer dans la maison, et réalisent que jamais, pas une seule fois, aucun d'eux n'est entré dans cette pièce. Personne ne leur avait dit de l'éviter. Ils l'évitaient, simplement. Même le chien, si joyeux, si collé au pas de Bill partout ailleurs, refuse d'en franchir le seuil, comme si quelque chose, à l'intérieur, leur soufflait de rester dehors. 2 mois plus tard, un vieil ami de la famille, Shirley, descend de Géorgie pour leur rendre visite. Un homme de bon sens, peu impressionnable, ancien militaire. Bill et Lillian ne lui disent rien, pas un mot. Ils l'installent dans la pièce du fond, presque comme une expérience qu'ils n'osent pas s'avouer à eux-mêmes.
Cette nuit-là, Bill part travailler à 23h30. Encore une nuit à l'usine Cadillac. Encore une nuit où la maison reste sans lui. Shirley se couche, tourné vers le mur, épuisé par la route. Il dit qu'il venait à peine de fermer les yeux. Puis quelque chose l'attrape. Une poigne, dans le dos, qui le retourne d'un coup sec et brutal. Trop violent pour un enfant qui jouerait. Trop précis pour qu'il s'agisse d'un cauchemar. Il se redresse, le cœur cognant contre les côtes. La porte de la chambre est ouverte. Dans l'encadrement, découpé par la lumière de la cuisine, une silhouette de femme, de dos, de longs cheveux, un manteau de fourrure court, et sous l'ourlet, le bleu d'une robe. Liliane ? Lance Shirley ? Rien, aucune réponse. La silhouette ne bouge pas d'un millimètre. Il l'appelle encore. C'est alors que ses yeux finissent par s'habituer à l'obscurité et qu'il comprend que cette femme n'est pas Liliane. Trop grande, trop immobile. Une colère monte en lui, plus forte que la peur. Une intruse. Chez ses amis, en pleine nuit. Il bondit du lit, hurle, charge vers elle. Elle ne bouge pas. À l'instant où il tend la main pour l'attraper, toutes les lumières de la maison s'éteignent, d'un coup, toutes en même temps. Shirley se retrouve seule dans le noir total, avec elle, à quelques centimètres. Quand la lumière revient, quelques secondes plus tard, personne. Il fouille toute la maison sans faire de bruit, pour ne pas réveiller les enfants. Rien, aucune trace. Il s'assoit dans la cuisine, tremblant, et c'est là que Liliane le trouve. Il ouvre la bouche pour parler. J'ai vu. Un son l'interrompt, un gémissement qu'on n'arrivait pas à situer, comme si la maison entière l'avait poussé. Il vient de la pièce du fond. La porte est ouverte. Il voit à l'intérieur, vide. Puis l'odeur arrive, une puanteur si soudaine, si épaisse, qu'elle leur retourne l'estomac, et s'évapore aussi vite qu'elle est venue. Et enfin, un cognement, sourd, régulier, venant de la buanderie, où une trappe lourde menant à une cave à moitié creusée se soulève de plusieurs centimètres et retombe, encore et encore, comme quelque chose, en dessous, qui cherche à remonter. Ils appellent la police. Les agents fouillent toute la maison, de la cave au comble. Aucune trace d'intrusion, rien. Quand Bill rentre au petit matin et entend tout le récit, il refuse d'y croire. Il a fait des cauchemars, oui. Il s'est senti mal à l'aise dans cette pièce, oui. Mais un fantôme, il le dira plus tard, avec ces mots. Je suis un homme adulte, j'ai une famille, j'ai été à l'armée. Je n'arrivais pas à me convaincre qu'il y avait quoi que ce soit de vrai derrière tout ça. Pourtant, il décide qu'il doit voir par lui-même, affronter ça, une fois pour toutes. Le soir suivant, à 19h30, Bill s'allonge dans la pièce du fond, face au mur. Liliane et Shirley attendent dans le salon, dans un silence presque douloureux. Les enfants sont au lit. Rien ne se passe pendant longtemps. Puis Bill entend du mouvement derrière lui. Sa femme, pense-t-il. Il lui murmure de partir, de le laisser seul. La chose ne se montrera pas s'ils sont deux dans la pièce. Le mouvement s'arrête net. Pas un pas qui s'éloigne, juste un arrêt, un silence trop complet. Agacé, Bill se retourne pour voir ce que fait sa femme. Il y a un visage, à quelques centimètres du sien. Un visage de femme, tordu, défait par quelque chose qui n'appartient plus à ce monde depuis longtemps. Les yeux semblent fixer un point juste derrière lui, comme si elle regardait à travers lui plutôt que lui. Puis sa bouche s'ouvre, comme pour parler. Il n'en sort qu'un sifflement, et une odeur de pourriture qui lui retourne les viscères. Bill bondit hors du lit en hurlant, se précipite hors de la chambre. Liliane et Shirley le trouvent dans la cuisine, en train de s'arracher les cheveux par poignées entières, hurlant des mots qui n'en sont plus. Shirley essaie de le saisir. Bill, dans une décharge d'adrénaline pure,
se dégage et se met à frapper autour de lui, aveuglément. Il faut une couverture, jetée sur lui par Lillian, et leurs deux corps réunis pour le maintenir au sol jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Pendant qu'ils le tiennent, allongé sur le carrelage froid de la cuisine, l'odeur revient, la même que la veille. 1 heure plus tard, la maison de Martin Street est vide. Les enfants ont été tirés de leur lit, à moitié endormis, sans comprendre pourquoi. La famille fuit chez les parents de Lillian, à Dearborn. Ils ne remettront les pieds dans cette maison que pour récupérer leurs affaires, et jamais sans être accompagnés. Ils laisseront derrière eux 1 mois de loyer déjà payé, de l'argent perdu, pour une histoire dont ils n'ont jamais tiré le moindre bénéfice. Plus tard, le frère de Lillian, Léo, insiste pour aller voir la pièce par lui-même. Sa sœur refuse de l'accompagner, mais lui donne les clés. Il emmène une autre sœur, Virginia, qui attend dans la cuisine tandis que Léo entre dans la pièce du fond, éteint la lumière et s'allonge. Juste pour 10 minutes, dit-il, pour voir. Quelques minutes plus tard, Virginia entend un gémissement. Elle pense d'abord que son frère plaisante. Mais le son ne ressemble à rien qu'un être humain devrait pouvoir produire. Léo sort de la pièce en courant, attrape sa sœur par le bras. On part. Il ne dira jamais ce qu'il a vu, ni ce soir-là, ni jamais après. 10 ans passent. En 1973, un journal local retrouve la nouvelle occupante de la maison, une femme nommée Grace. Elle rit de l'histoire de la maison hantée. Elle dort dans cette pièce depuis des mois, dit-elle, sans le moindre problème. Mais en discutant plus longuement, elle se souvient, comme si elle n'y avait jamais vraiment réfléchi avant, qu'elle n'arrive à s'endormir que d'une seule façon, sur le côté, face à la porte, le dos tourné au mur. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle dit juste que, si elle tourne le dos à cette porte, son esprit refuse de se reposer. La maison est toujours debout aujourd'hui, sur cette même rue. Personne n'a jamais rouvert cette trappe pour voir ce qu'il y avait vraiment dessous. Et aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui attendait dans cette pièce du fond. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.